Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, notre assemblée, après avoir rejeté hier le budget pour 2022, examine cet après-midi, en nouvelle lecture, le budget rectificatif pour 2021. Comme chacun s'y attendait, la commission mixte paritaire qui s'est réunie lundi dernier n'est pas parvenue à un accord et nous n'y parviendrons pas plus en ce jour. Je voudrais le rappeler à cette tribune, le collectif budgétaire que le gouvernement présentait comme un simple texte de fin de gestion comporte d'importants mouvements budgétaires avec des conséquences sérieuses pour notre solde public. Je commencerai donc par rappeler les mouvements de crédit intervenus au sein des différentes missions, notamment les nombreuses mesures de redéploiement ou de report. Pour la simple mission plan de relance, vous demandez la modification de près de 2,3 milliards d'euros, notamment pour le fonds friche ou le bien-être animal. Ces mouvements laissent songeurs. D'abord, sur la portée effective des mesures de relance, le bien-être animal, bien sûr, c'est une question importante, mais est-ce vraiment une dépense qui contribue au soutien de la croissance de notre pays ? Je ne le crois pas. Je m'interroge par ailleurs sur la portée de l'autorisation parlementaire en loi de finances initiale. Nous ne contestons pas la possibilité d'opérer des mouvements de crédit en fin de gestion lorsque les impératifs nouveaux vous y ont contraint en cours d'année, mais ce n'est pas à cela que nous assistons dans ce texte. Vous financez de nouvelles politiques en recyclant des crédits ouverts en loi de finances initiale, et c'est, je crois, une forme de manquement à la portée de l'autorisation parlementaire que nous vous avions accordée. Ce PLFR crée également de nouvelles dépenses qui traduisent le tour de France des promesses auxquelles le gouvernement nous a habitués au cours de cet automne avec le carnet de chèques des Français, des contribuables français. Je citerai tout d'abord les 2,5 milliards d'euros nouveaux qui doivent bénéficier à certains opérateurs qui continuent de subir les conséquences de la crise sanitaire, notamment France Compétences. Je m'attarderai par ailleurs sur l'indemnité inflation qui constitue le cœur de notre différend avec l'Assemblée nationale et le gouvernement. Nous avons rejeté cette mesure en première lecture en supprimant l'article 12. L'indemnité inflation qu'a inventée avec lenteur le gouvernement n'est ni juste, ni efficace, ni économe. Avec cette mesure, vous introduisez une différence incompréhensible entre les usagers d'une voiture et les autres, qui recevraient 100 € sans pour autant subir la hausse du cours des carburants. Vous introduisez une discrimination entre des foyers fiscaux au sein desquels peuvent cohabiter des situations financières très différentes. Un couple où l'un des membres gagne le SMIC et l'autre plus de 3 000 € net ne serait ainsi pas destinataire de l'indemnité sans que cela ne se justifie du point de vue du simple bon sens. Vous créez une mesure injuste qui pénalisera des personnes précaires gagnant à peine plus du seuil des 2 000 € net fixé arbitrairement. Avec cette mesure, monsieur le ministre, vous allez faire peser sur les entreprises une charge dont elles se seraient bien passées. Ce sont en effet les entreprises qui devront avancer les frais pour de nombreux allocataires de l'indemnité, avec un remboursement que l'on imagine tardif par l'État. Le gouvernement et sa majorité ont eu beau jeu d'attaquer le Sénat en répandant la fausse rumeur que nous aurions purement et simplement refusé d'accorder à 38 millions de nos concitoyens une indemnité de 100 €. La communication a ses limites et le sérieux du débat y perd ce que l'opportunisme électoral y gagne peut-être. Mais personne n'en sort grandi. Et si nous avons fait le choix de supprimer l'article 12, c'est pour lui préférer un dispositif mieux ciblé, plus efficace et moins coûteux. Ce qu'a proposé la commission des finances par la voix de son rapporteur général, c'est une mesure simple qui s'appuie sur des outils existants, en majorant exceptionnellement de 150 € la prime d'activité pour les travailleurs pauvres et modestes, en allouant exceptionnellement 150 € aux bénéficiaires des minima sociaux, en soutenant la mobilité des jeunes en insertion et des chômeurs, grâce à une dotation ponctuelle aux opérateurs de services publics de l'emploi. Monsieur le ministre, vous proposez un dispositif de 3,8 milliards d'euros qui est à la fois injuste et inefficace. Nous vous proposons à la place un dispositif à 1,5 milliard d'euros, mieux ciblé et plus opérationnel. Nous regrettons vivement le blocage de la majorité et son refus d'écouter les propositions du Sénat. Je ne peux cependant que me réjouir de l'ouverture timide du gouvernement sur 2 mesures adoptées par le Sénat en première lecture. Un amendement de notre collègue Viviane Malet tout d'abord, qui prévoyait une réfaction de TGAP de 50% pour son département de La Réunion,
Le Gouvernement ne s'est pas complètement opposé à cette mesure et a prévu un régime transitoire de 35 % de réfaction avant de revenir au taux actuel de 25 % en 2024. C'est un petit pas que je tiens tout de même à saluer. Je tiens également à saluer le vote de l'Assemblée nationale qui a permis de maintenir l'article 14 de ce PLFR, introduit à la faveur d'un amendement de notre collègue Michel Savin. Il vise à exclure du calcul des allocations versées aux personnes en situation de handicap les primes des sportifs de haut niveau. C'est une mesure de bon sens que nous avons été ici très nombreux à voter et je me réjouis qu'elle figure dans le texte adopté hier soir par nos collègues députés. Ces quelques avancées sont cependant bien maigres. J'ai abordé l'indemnité inflation, je pourrais mentionner la dette qui aura atteint en 2021 115 % de notre richesse produite, notre PIB, ou bien notre déficit qui plonge à 8,2 %. Je tiens à souligner que les dépenses ordinaires ont augmenté de 41 milliards d'euros entre 2020 et 2021, soit 2 fois les mesures d'urgence et de relance. Souligner également que le déficit budgétaire de l'État aura atteint la somme de 205 milliards d'euros en 2021, avec près de 24 milliards de crédits non consommés en 2020 et reportés en 2021. Je n'aurai pas l'indélicatesse de rappeler ici les observations sévères du Haut Conseil des finances publiques, regrettant que tout n'ait pas été fait au cours de cette année pour contribuer au désendettement de notre pays. Au fond, monsieur le ministre, ce que nous apprêtons à rejeter ce soir répond à la même logique que ce que nous avons rejeté hier pour le budget 2022. Le groupe Les Républicains ne peut cautionner une telle politique dépensière à quelques mois d'une élection présidentielle. Notre groupe ne peut cautionner un endettement qui s'aggrave année après année, condamnant d'avance la prospérité des générations futures. Nous ne pouvons enfin accepter de voter un texte qui porte une mesure coûteuse, démagogique, alors que nous avions proposé ici même au Sénat une solution de bon sens qui garantissait aux ménages modestes un soutien financier plus important et mieux ciblé. Pour toutes ces raisons, le groupe des Républicains votera tout à l'heure la motion déposée par la commission des finances et rejettera ainsi le second PLFR pour 2021. Je vous remercie.